Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Anaïs Nigogossian, auteure du livre 17h12 Place d'Italie, qui nous raconte son combat difficile et long d'anorexie mentale. Anaïs avait une vie que l'on pourrait considérer sympathique, une famille aisée, des parents aimants, un père médecin, 2 frères, un avenir brillant devant elle, et pourtant, la voilà qui à l'adolescence tombe dans cette maladie, qui durera une quinzaine d'années et qui lui laissera évidemment beaucoup de cicatrices physiques et mentales. Internée en hôpital psychiatrique à 17 ans, avec de l'espoir finalement, elle témoigne du cauchemar qu'elle a vécu en isolement pendant cette hospitalisation affreuse et traumatisante à Lyon. Vous verrez, c'est dur à entendre, ça donne vraiment des frissons. Son livre raconte son histoire, mais aussi celle de milliers de jeunes femmes. Cet épisode raconte un bout de son expérience et nous montre également qu'on peut remonter la pente, même si ça n'est pas facile tous les jours et que le combat peut durer des années. Bonne écoute! Bonjour Anaïs, très contente de te recevoir dans Horizon Podcast pour parler de ton livre, mais surtout de ton histoire. Salut Léna, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors tes troubles du comportement alimentaire sont là depuis que tu as environ 14 ans, ils ont duré une bonne quinzaine d'années, corrigeons si je me trompe. Au début tu n'en étais pas vraiment consciente, ça s'installe peu à peu évidemment. Tu voulais juste perdre du poids, retirer les formes de ton corps et plaire aux autres et aux normes. Tu as appris plus tard, je crois que c'est au lycée, que tu avais cette maladie, et tu dis que quand tu as été diagnostiquée, il y avait une sorte de fierté. Et je suis assez d'accord avec toi, on n'en parle pas, c'est tabou, mais c'est comme si le fait d'avoir un nom à notre problème nous permettait peut-être inconsciemment de marquer notre différence et finalement d'obtenir plus d'attention ou de nous rebeller. C'était quoi pour toi l'anorexie ? Pourquoi cette petite Oui, fierté ? je pense que c'est assez juste. De toute façon, c'est une maladie qui est très ambivalente. C'est-à-dire que dans le même temps, tu es terrifié à l'idée de ce diagnostic. Tu ne sais pas, tu n'as aucune notion de la manière dont tes troubles vont évoluer ou pas. Et d'ailleurs, à cet âge-là, j'ai la certitude que cette enveloppe-là va être la mienne pour le reste de mon existence, hein. Et dans le même temps, moi qui suis au milieu d'une fratrie extrêmement compétitive, dans laquelle il y a à la fois beaucoup d'émulation positive, mais qui peut être aussi délétère, qui ne parle jamais à table, qui ne me trouve aucun charisme ou si peu, je trouve le moyen de faire entendre ma voix, ou en tous les cas, ce que je ne suis incapable de déposer, de dire par des mots, voilà, mon corps s'exprime et on me regarde. Parce que même si j'ai des parents qui redoublent d'attention, je pense qu'ils ne me perçoivent pas de la manière dont j'aimerais être regardée, être écoutée, être entendue. Ils ont beaucoup d'estime, ils ont beaucoup d'attentes à mon sujet, mais sans doute, ce ne sont pas les miennes ou ce ne sont pas les bonnes. Donc voilà, c'est une manière d'attirer l'attention, d'exister, tout simplement, au Ouais. départ. Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis l'anorexie, ça peut nous donner en plus un sentiment de puissance, hein. Moi, je me souviens, je me disais, bah moi au moins j'y arrive. Tu vois, vous n'y arrivez pas à perdre du poids. Moi, j'y arrive. On est toutes différentes, mais je sais que j'avais cette pensée-là. Oui. Alors, et là encore, c'est ambivalent parce que c'est la puissance à un instant T et finalement, tu te rends compte très vite des limites de ton système, c'est-à-dire que ça va se retourner contre toi, tôt ou tard. Ouais. Donc oui, tu as une puissance qui est relativement superficielle ou un sentiment de puissance qui est relativement superficiel, mais néanmoins, il existe. C'est-à-dire que, et en fait, ce sentiment de puissance qui s'accomplit à travers la perte de poids, ça te donne, en tous les cas, le régime, le contrôle, est accompagné d'une forme d'adrénaline qui me pousse dans d'autres domaines aussi. C'est ça. Voilà, donc effectivement, très paradoxalement, ça te donne une énergie qui te permet, paradoxalement, de repousser des montagnes et d'aller au-delà de tes limites, même Bah, si tu t'épuises.
Bien sûr, et souvent les anorexiques sont les premières de la classe, hein. Il y a quand même ce petit côté-là, hein, les bonnes élèves, bien sûr, hein. Et pour être honnête, j'étais assez choquée de lire dans ton livre que l'anorexie est vue comme une maladie de bourge, un caprice d'enfant gâté, hein, parce que rien de plus faux, je trouve. Et ce qui est assez étonnant, toi par contre, pour le coup, c'est que tu viens d'une famille plutôt bourgeoise, l'éducation est hyper importante, faut aller loin, on parle argent, t'es choyé aussi, tu voyages, t'as une sacrée éducation, enfin, Hippocane, etc. Donc effectivement, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout allait bien, tu sais. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant, parce qu'on a cette image que comme quoi tout va bien, mais non, en fin de compte, c'est plus profond que ça. Bah, c'est plus profond que ça, et j'en reviens, et encore une fois, ce livre est certainement pas un réquisitoire pardon, contre mes parents, ni même l'éducation que j'ai reçue. Mais si tu veux, quand on plaque des modèles tout faits, préfabriqués sur un individu qui est en construction, à un moment donné, bah, ça peut ne pas être compatible, en fait. Ouais, Et là, ça éclate. ouais. Ça ne veut pas dire que je n'adhère pas aux valeurs qui m'ont été inculquées, que effectivement j'ai toujours aimé bosser, j'ai aimé l'école, donc je regrette pas le parcours que j'ai eu, mais il y a certainement des choses que j'aurais faites différemment. Et je crois encore une fois que après je mets pas de hiérarchie dans les douleurs, mais c'est pas parce que tu viens d'une famille. En fait, chaque famille, même s'il s'avère que je nais dans un milieu à cette époque qui devient privilégié, Ouais. on est tous porteurs d'une histoire, de l'histoire de nos parents, d'un héritage plus ou moins traumatique. Donc, c'est pas moins difficile de se construire en tant qu'individu, en tant qu'adulte, que tu sois dans un milieu où tu n'as pas à te soucier des fins de mois plutôt qu'un autre. Enfin, je mettrais beaucoup de nuances là-dessus parce que c'est c'est d'autres enjeux. Est-ce que je vais encore être à la hauteur? Est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que je peux les surpasser? Est-ce que je vais pas décevoir? Si oui, qu'est-ce qui se passe? Hmm. Ouais, ouais, ouais. Une grosse pression, une grosse pression. Et Oui. forcément, ça éclate. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, tu dis que la mère, elle fait souvent figure d'accompagnatrice, consciemment ou pas. Ça, c'est intéressant. Ouais, alors je me suis inspirée pas mal des travaux d'une sociologue qui s'appelle Muriel Darmon pour essayer de dézoomer un petit peu sur ma propre histoire et voir comment est-ce que voilà, j'ai plongé, quels sont les facteurs peut-être. Alors il y en a qui sont psychologiques, génétiques, hein, je pense que j'avais sans doute une prédisposition aussi. Il y a des facteurs aussi environnementaux. Il ne s'agit pas d'accabler ma mère, mais je pense que comme n'importe qui dans mon entourage, au moment où c'est un dégringole, elle ne se rend pas compte, elle ne voit pas ce que c'est. Donc, quand je lui demande de m'acheter des produits allégés ou une balance, voilà, bah, elle rentre dans mon jeu, pourquoi pas? Ouais. Enfin, a priori, tout ça est assez valorisé socialement, le régime, la minceur. Et puis, en plus, elle remarque que voilà, je commence à avoir des courbes d'adolescente. Donc, pourquoi pas? Mais à ce stade, c'est presque anecdotique, Ouais. le régime. C'est clair, complètement. Et tu parles hein, beaucoup de conflits familiaux, ce qui est assez évidemment courant, ça éclate, hein. Comment ta maladie a affecté la relation avec tes proches, notamment ta mère et ton père? Alors ça, c'est un long chemin et tu sais, depuis la sortie, je pense que la sortie du livre m'a aidé à, peut-être pas à me rapprocher d'eux, mais à renouer avec une forme de communication plus transparente et sans biais. Le problème, c'est qu'il y a une défiance qui s'installe et que quand je suis diagnostiquée, j'ai 14 ans, aujourd'hui j'ai 34 ans, je me suis soignée, mais il y aura toujours un biais. C'est-à-dire que, ou en tout cas, c'est ma perception ou ma projection, mais j'ai eu l'occasion de discuter de façon très froide et rationnelle avec mes parents. C'est-à-dire que tu resteras toujours l'enfant qui a été malade, tu resteras, ta fragilité, elle est là, même si tu as appris à te reconstruire. Il y a toujours un biais, une défiance, c'est-à-dire que si demain j'ai un rhume ou j'ai perdu 1 kilo parce que j'ai du taf par-dessus la tête, on va se dire, ça y est, elle replonge. Tu vois ce que Hmm, je veux dire? complètement. Et en fait, t'as beau envoyer des gages de réassurance, j'ai arrêté de me battre, j'ai arrêté de vouloir les convaincre. Ce parcours, je l'ai fait pour moi, mais une chose est certaine, c'est que la confiance, elle mettra des années à se regagner, et peut-être que je la regagnerai jamais tout à fait, parce qu'un parent, il reste un parent, et reste un parent inquiet. Comme Même s'il y si, avait une menace. voilà, même si il y a eu, là aujourd'hui, je suis une adulte, mais Hmm. ça resteront, ils resteront des parents inquiets. Et après. Ils ont beau essayer de rationaliser, de me dire, mais tu sais, voilà, on pourrait être tout aussi inquiet pour tes frères. Non, en vérité, il y a quand même une surattention à un enfant qui a été malade. Ouais.
Effectivement, je pense à ça, mais c'est vrai que tu as deux frères, un plus grand, mais de très peu de temps. Je crois que c'est 13 mois, il me semble. Ouais, Vlad. Et je crois que c'est Nino le plus petit. ouais. Voilà. Et effectivement, je crois que les deux ont réagi assez différemment à ta maladie, à tes épreuves de la vie. Oui, alors il y en a, bah, par la force des choses, il y en a un, mon frère aîné, bah, qui n'est pas là, dans le sens où c'est vrai qu'à cette époque, il fait ses études dans une autre ville, il part à l'étranger, il fait toute sa vie à l'étranger pendant les 10 ans de ma maladie. Euh, et puis c'est quelqu'un qui a une sensibilité très différente de la mienne, peut-être à l'opposé de la mienne, et on connecte assez peu. Hmm. Même s'il y a sans doute une grande pudeur et sans doute peut-être une détresse que je ne perçois pas à cette époque, il y a aucune communication avec lui, donc je pense qu'il ne comprend pas du tout ce qui m'arrive. Et en plus, il est loin, donc il y a pas de contact. Mon petit frère, à l'inverse, on partage une sensibilité commune, et c'est vrai que lui, il est lycéen à cette époque. Voilà, moi je dois rentrer en prépa dans le même lycée que lui et du jour au lendemain, on lui enlève sa sœur, on l'interne. Donc ça passe pas inaperçu. Et lui, il doit vivre avec une grande sœur malade à l'hôpital pendant des mois. Ouais, ouais. Donc ça génère, ça a forcément impacté sa construction à lui. C'est pareil, de la même manière que mes parents seront toujours inquiets, c'est un gamin, un jeune adulte aujourd'hui qui restera très inquiet pour sa grande sœur. C'est là où les rôles se sont inversés à un Hmm. moment donné. Ouais, mais je te rejoins un peu. Moi, j'ai un grand frère de 4 ans de plus. Et effectivement, il a été assez absent dans tous mes. Parce que j'ai eu pas mal de soucis. Je pouvais plus marcher pendant 4 ans, etc. Enfin, j'avais des douleurs partout. Et finalement, j'ai pas l'impression qu'il était là du tout. Donc ça a été, j'ai toujours un peu de colère hein, contre lui. Je pense qu'il le sait même pas d'ailleurs. Puis de toute façon, je ne pense pas qu'il écoute mes podcasts. Sinon, hello frangin. Mais effectivement, il y a aussi cette partie comment gérer la souffrance des autres. Tu sais, il y a pas mal de personnes qui Ouais. finalement qui ne sont pas là parce qu'ils ne savent pas faire, ils ne savent pas gérer, ils ne savent pas écouter, ils ne savent pas, ils sont déstabilisés en fait. Et c'est aussi un travail ouais pour bah, en tant que personne qui avons souffert de travailler sur ça pour les pardonner et puis se pardonner soi. Enfin, c'est tout un travail. Mais c'est ce que tu soulèves là est ultra juste et je commence à le comprendre, tu vois, des années après. C'est-à-dire que j'accepte aujourd'hui que je n'aurai pas plus de leur part ou pas Voilà. mieux. J'accepte aujourd'hui qu'ils ont une limite et que même ma propre mère a une limite et que dans des moments de grande difficulté qui ne soient pas forcément liés aux troubles alimentaires que j'ai pu avoir ou à mes différentes hospitalisations, elle n'est pas là. Alors au début, j'ai beaucoup de colère, j'ai Ouais. beaucoup de sentiments. C'est simplement qu'elle ne peut pas. Et il faut l'accepter. Ça génère beaucoup de colère, euh, mais ils ont tous leurs limites. Il faut accepter que tu n'auras pas plus de la part de ces personnes, ou pas mieux, mais tu peux avoir autrement avec d'autres aussi. Et il faut regarder ce qu'il y a déjà. Il y a déjà un peu. C'est rageant, souvent, parce que tu te sens très seul. Mais c'est un travail d'acceptation qui permet quand même d'éviter de se taper la tête contre les murs pendant des années, quoi. Non, je trouve ça très libérateur, effectivement, d'accepter que en fait, l'autre est différent, d'ailleurs en tant que personnalité, mais aussi de nos attentes, et Ouais. on peut pas, effectivement, c'est un travail d'acceptation et de lâcher prise là-dessus, et je pense que c'est très puissant, et c'est là aussi où la guérison peut se faire, parce qu'on arrête d'être aigri et d'être dans la colère et dans le ressentiment, effectivement. C'est fou, hein, comment certains comportements de notre entourage ou certaines phrases qui nous concernent peuvent paraître pourtant, et à première vue, innocentes, elles peuvent quand même pourtant nous transporter dans l'anorexie, tu vois, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui va te dire dis donc, t'as pris une grande assiette là, t'es un peu gourmande. Ou tu sais, bah toi, c'était, je crois, quand t'en pensais pour Raph au Mm. lycée, il me semble, et il avait dit apparemment à un de ses potes que t'avais pris des courbes, etc., que c'était un petit peu trop de poids. Et en fait, ça, c'est des éléments hyper importants et déclencheurs bah voilà, de la maladie finalement. Oui, c'est déclencheur. Après, c'est pas de leur faute. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, à cette époque-là, je pense que l'estime de soi, elle est trop faible pour que je puisse faire abstraction du regard des autres. Donc, Ouais. j'y suis très perméable. Aujourd'hui, si quelqu'un me dit ta mauvaise mine, je vais pas y penser pendant 3 jours. Ouais. Ou alors, tiens, t'as pris des seins, fine. Tu vois, j'étais pas suffisamment à l'aise avec mon image et mon estime de moi qui était absolument au ras des pâquerettes pour Hmm. pouvoir en faire abstraction. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? J'attends des autres qui me valident. Bah bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça c'est ça c'est un cercle vicieux. Ce travail encore une fois
finalement de construction de l'estime de soi et de connaissance de soi, c'est le préalable à la guérison. Hmm. Ouais, 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 complètement. Bah, de toute façon, il faut mettre de la lumière sur ses parts d'ombre, hein. C'est toujours pareil. Et toi, c'était quoi tes astuces pour perdre du poids? Parce que t'en avais pas mal, hein. Il y avait pas mal de médicaments, de laxatifs, etc. Raconte-nous un petit peu cette étape de ta vie. Ouais, alors dans les premiers temps, en fait, moi j'ai été quand même été élevée dans une famille orientale où on mangeait beaucoup, très gras, très sucré. Je me t'ai jamais privée, hein. Moi, quand je passe des week-ends chez ma grand-mère, si je touche pas mon assiette, voilà, c'est péché, hein. Donc, Hmm. je pouvais pas lui infliger ça. Donc, en fait, assez naturellement, je vais éliminer de mon alimentation tout ça, tout ce qui a un peu toutes les saveurs, les couleurs qui ont un peu bercé mon enfance, auxquelles j'ai été biberonnée. J'enlève tout ça. J'écrème pour me contenter, tu vois, bah voilà, de légumes, yaourt, enfin bref, je mange des choses les plus saines possibles. Alors ça n'empêche pas les fringales alimentaires, hein, qui font que, bah voilà, au bout d'un moment, je craque et le week-end, je me rue dans le paquet de céréales que je bouffe à pleine poignée tellement c'est tellement, Tu t'es privé? tellement, voilà, tellement je me suis privée. Et puis, je démarre le sport et je cours pendant des années, en fait, jusqu'à m'abîmer même, hein. Mais j'ai énormément couru. Et puis après, voilà, les mécanismes compensatoires tels que la prise de laxatifs que tu évoquais. Et enfin, le dernier recours, c'est je jeûne, je mange plus. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est fou. Mais c'est là où ça devient très compliqué parce que dans la perte de poids, tu atteins des plateaux, tu atteins des seuils. Et quand ton corps se met en alerte, il y a un moment donné où c'est d'autant plus frustrant pour une anorexique parce que tu plafonnes. À un Tu moment perds donné, tu plus, peux. ouais. Oui, effectivement, ouais, c'est encore plus déstabilisant et frustrant parce que tu plafonnes, donc du coup, tu te prives encore plus. Oui, tu te prives encore plus, mais c'est absolument stérile parce que moi, à la veille de ma première hospitalisation, je m'alimente plus depuis plusieurs jours, mais mon poids stagne, hein. Donc, c'est vraiment le point de non-retour. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Tu te reconnaissais, hein, d'ailleurs, dans le mouvement pro-Ana, à la mode à cette époque. Alors, en tous les cas, ça m'intriguait. Je trouvais ça excitant. Mais encore une fois, ce qui est un peu con de ma part, c'est que je m'interroge absolument pas sur le pourquoi du comment, sur pourquoi ces nanas revendiquent ça. Tout ce qui retient mon attention, c'est le physique de Nicole Richie. Et je veux Ouais. ressembler à Nicole Richie. Ouais, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, hein, il me semble qu'elles avaient un bracelet rouge. C'est des personnes qui sont très maigres, en fait. C'est le culte de la maigreur. Je sais pas s'il y a d'autres points à mentionner. Et c'est des stars, en fait, la plupart du temps. Puis après, bah, toutes les autres personnes qui ont suivi. Oui, puis surtout, en fait, ce qu'il y a de dérangeant, c'est quand même, elles sont presque évangélistes, hein, dans leur manière de prôner la maigreur. Donc, c'est en cela que c'est un mouvement qui a été très, très dénoncé. Et moi, je m'interroge pas du tout sur le fond. Je focalise mon attention sur les images que certains médias me renvoient. Bah, bien sûr. Oui, de toute façon, en même temps, tu n'as pas les clés. T'es toute jeune, désespérée, déstabilisée. Bien sûr que tu ne peux pas t'en vouloir pour ça, ma chère. Et ce qui est très difficile, et je pense que tu l'as vécu, c'est qu'on ne fait au final que penser à la bouffe. Littéralement, moi j'y pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était vraiment, c'est-à-dire que j'avais fini de manger, je continuais à y penser pendant des heures. Tu vois, Oui. avec une culpabilité d'ailleurs énorme, hein, parce que généralement, ça n'allait pas avec, enfin sans. Et alors, c'est là où justement, il faut peut-être expliquer, peut-être à ceux qui nous écoutent, la différence entre ce qui relève de l'anorexie et l'anorexie mentale. Complètement, c'était une de mes questions. C'est accompagné de toutes ces pensées obsessionnelles et que tu décris, qui ont été les miennes pendant des années et qui font que moi, sans l'apport des thérapies cognitives et comportementales et des psychotropes à la fois, je ne m'en sortais pas. Je ne m'en sortais pas. Et donc, effectivement, après chaque repas, tu ressasses l'apport calorique, la taille de l'assiette. Enfin, c'est des TOC, hein, c'est obsessionnel, compulsif, paralysant. Et en fait, c'est sans doute la partie la plus difficile à gérer en soi, plutôt que la privation alimentaire. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Mes parents ne se rendaient pas compte. Il n'y a que les médecins qui savent, ou les médecins suffisamment éclairés. Hmm. J'essaye aussi quand même d'écrire dans le livre que voilà, il ne s'agit pas simplement d'une question de rapport au corps, mais d'enfer mental, d'enfermement. Ah, horrible.
Voilà. Ouais, ouais. Bah, à partir du moment où c'est obsessionnel, vous voyez très bien que ce soit l'anxiété ou la peur de quelque chose, c'est atroce, c'est une torture mentale. Ouais, on a l'impression de devenir fou un peu, hein. Ouais. Ouais. Et justement, la TCC, les thérapies comportementales et cognitives, elles t'ont aidé en quoi, en fait, en prenant de la distance? Alors, c'est une approche qui te permet justement de contourner, de neutraliser ces pensées obsessionnelles en rajoutant une couche de rationnel, en les contrecarrant d'une pensée rationnelle. C'est-à-dire que, tu vois, l'exemple que tu cites, j'ai mangé n'importe quoi, je sais pas moi, j'ai mangé un McDo, une pizza parce que ça me faisait plaisir. Bah voilà, le réflexe de la personne anorexique mentale ou qui a un trouble alimentaire, c'est de ressasser le nombre de calories et de s'imaginer que dans la demi-heure, elle va prendre 3 kilos et de s'auto-flageller. Ça, c'est une croyance limitante. Mm, mm. Et en fait, la thérapie cognitive et comportementale, elle te fait analyser l'émotion qui est associée à un événement, en l'occurrence voilà, le fait d'avoir mangé un cheeseburger, le degré d'angoisse, et ensuite elle t'invite à reconsidérer cet événement avec une pensée rationnelle, c'est-à-dire bah, j'avais faim, je me suis nourrie, je me suis alimentée. Et puis, c'est pas parce que j'ai mangé un cheeseburger dans la semaine que je suis voilà, que j'ai pas voilà que je vais pas être en déficit calorique ou enfin voilà donc ça c'est la pensée rationnelle et à l'aune de cette pensée rationnelle tu réévalues l'émotion et l'intensité de l'émotion associée à l'événement. Alors ça peut paraître un peu intellectuel et complexe tel que je l'évoque, mais en fait, quand tu l'appliques à ton quotidien, parce que moi, quand j'ai été hospitalisée, soignée à Sainte-Anne, c'est comme ça qu'on m'a traitée. Et pendant des mois, même plus d'un an, j'ai rempli un carnet alimentaire en notant à chaque fois, après chaque repas, comment je me sens, est-ce qu'il y a de la culpabilité, est-ce qu'il y a de l'angoisse, qu'est-ce que ça signifie. Il s'agit de recréer des liens. Si en général, il y a une pensée obsessionnelle après un repas, c'est que tu es angoissé pour autre chose. Ça arrive très souvent, effectivement. Ouais, ouais. Et voilà, et il s'agit de déconstruire. De déconstruire ce schéma de pensée-là. C'est très long, mais à force de répétition, bah, tu finis par l'intégrer. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Heureusement qu'il y a des, il y a des thérapies qui peuvent nous aider, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Mais j'imagine qu'en plus de ces pensées, ces ruminations intempestives et obsessionnelles, t'étais obsédée par ton image, non? Moi, c'est ce que j'appelle souvent un narcissique négatif. C'est qu'on regarde toujours si on n'a pas pris un bourrelet, si on n'a pas un bouton, si on n'a pas ceci, cela. On est toujours en train de se regarder aussi. Tu vois, il y a cette obsession de soi, mais dans le négatif et dans la Oui, peur. oui, absolument. Je pense que je regardais mon image voilà, mon reflet dans le miroir, sans doute 15-20 fois par jour, dans les vitres des magasins, des voitures, et on avait des couteaux de cuisine en argent, tu sais, je regardais la forme de mon nez dans les couteaux de cuisine à table. Enfin, c'est vraiment ce qu'on appelle la dysmorphophobie, Ouais. c'est-à-dire une attention, une obsession à un détail du physique et qui par ailleurs te fait perdre ton discernement, c'est-à-dire que tu n'es plus capable d'avoir un regard objectif sur ta silhouette. Hmm. Et en l'occurrence, bah voilà, moi je m'étais à un moment donné focalisée sur mon ventre, sur mes cuisses que je trouvais trop charnues, sur mes fesses que je ne trouvais pas assez musclées, puis ensuite mon nez que je trouvais trop cassé, le menton en galoche, enfin bref. Ouais, après, il y a tout qui passe, qui, Tout qui passe au crible. passe, de toute façon, tu ne te fais aucun cadeau. Ouais. Et la TCC t'a aidé aussi pour ça? Euh, je pense que j'étais. En fait, la TCC, en fait, par étapes, à partir du moment où j'ai réussi à me débarrasser des symptômes de l'anorexie, le reste a suivi. Hmm. Voilà, c'est-à-dire que j'avais l'esprit beaucoup plus libre parce que libérée de quand même tous mes tocs et de toutes ces pensées obsessionnelles, et donc une grande libération en fait, et qui m'a fait quand même bah, me dire que de façon très naturelle, j'ai réussi à m'accepter, en fait, tu vois, une fois libérée de toutes ces angoisses. Hmm. Ouais, 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 ouais. Je pense que c'est peut-être la résultante de ce travail-là. Ah oui, tu retires toutes les couches d'oignon et au fur et à mesure, tu arrives à la source et hop, tu lâches prise et tout suit. Ouais, c'est un peu comme ça.
A posteriori, c'est comme ça que je le réfléchis. Ouais, ouais. Alors parlons de ces hospitalisations, et je dis c'est parce qu'il y en a eu deux, je pense, dont la première qui est assez intense, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Tu avais 17 ans, tu allais dans une clinique privée à Lyon. Il y a sûrement un des centres, et on va en parler après, qui peuvent beaucoup aider, mais les témoignages que j'ai entendus sont souvent quand même pas très convaincants, et le tien non plus. En tout cas, avec ce premier centre où tu es allé, tu as expérimenté le principe de l'isolement thérapeutique. Alors raconte-nous comment tu l'as vécu et quelles étaient les règles. Écoute, pendant des années, je n'en ai pas parlé. Pourquoi? Parce que j'avais honte. Parce que c'était, et c'est toujours aujourd'hui, je pense, ma plus grande blessure. Même si, voilà, il s'est écoulé 17 ans entre ce moment-là et puis ma vie de femme aujourd'hui. C'est une déflagration. C'est-à-dire que on me dit que je vais rejoindre une équipe thérapeutique qui va m'accompagner pendant quelques semaines. Et puis à ce moment-là, je suis dans un état physique tellement faible que bah, je me laisse faire, véritablement. Mais bon, on m'a parlé de mise à l'isolement quelque temps, voilà ce que j'entends au tout début, mais je ne me rends absolument pas compte de ce qui se joue de l'intérieur. Et mon entourage proche non plus, mes parents non plus. Et en fait, ce qui se joue, c'est que bah, voilà, tu te retrouves enfermé, donc placé à l'isolement pendant des mois dans une chambre. Et ça, peut-être que je me répète au fil des interviews, mais c'est un enfer carcéral. Voilà, je pense que, et je veux pas faire de comparaison abusive, mais je me demande si même un détenu n'a pas plus de liberté qu'un malade psychiatrique. Hein. Raconte-nous pourquoi ce sentiment. Parce que les fenêtres sont condamnées, tu ne peux pas ouvrir la fenêtre pour ne serait-ce que prendre l'air, la serrure est fermée à double tour, on te retire tous tes effets personnels, tu n'as plus de téléphone, on trie tes livres, tu n'as plus d'iPod, tu n'as même plus une trousse à maquillage, tu n'as plus rien littéralement, on défait les lacets de tes chaussures. Si jamais tu étais voilà, tenté par le suicide ou que sais-je, tu n'as même plus de rasoir pour t'épiler les jambes, tu n'as pas de toilette. Tu fais tes besoins dans un seau en plastique qui est vidé une fois par jour. Il y a des odeurs pestilentielles dans ta chambre. Tu ne prends pas de douche, tu n'as pas de salle de bain. Tu es escorté une fois par semaine en petit groupe pour aller prendre une douche au milieu de tout le monde. Tu n'as pas de courrier, tu n'as aucun contact avec l'extérieur. On te prive de ta liberté de mouvement, de ta liberté de créer, même ne serait-ce que de penser, de t'évader. Il n'y a pas de mode d'évasion possible. Ce qui fait qu'on finit par te sédater parce que tu deviens cinglé. Ouais. Donc tu végètes, et dans le même temps, on te force à manger 5 fois par jour. Donc ça s'appelle, quand tu t'alimentes plus depuis des mois, du jour au lendemain, tu manges 5 repas par jour, entrée, plat, dessert, accompagné par un soignant qui se pose en face de toi et qui attend que tu finisses jusqu'à la dernière miette. C'est gavage. Gavage, je veux dire, la renutrition, c'est très long. Et en fait, reprendre 1 kilo en vie normale, quand tu as été anorexique pendant des années, même si tu te réalimentes normalement, c'est très, très long. Voilà. Et donc voilà, c'est la reprise de poids, elle est artificielle, c'est du gavage, il n'y a aucune approche thérapeutique en parallèle. Hein. Tu fais la queue dans le bureau du psychiatre pour une consultation d'une dizaine de minutes une fois par semaine, et cette personne te pèse. Et au gré de ta prise de poids, en fonction de ta prise de poids, bah, on t'accorde des rewards. Le reward, ça peut être, ah bah tiens, je vais avoir droit à une lettre que je peux envoyer à ma mère, par exemple. Sauf que la lettre, elle est relue. On te demande de la réécrire. Tout le courrier est filtré. C'est définitivement carcéral. Donc, la collaboration avec l'institution, elle ne peut pas marcher dans la mesure où ton obsession, c'est de sortir. Bah oui, exactement, tu fais même pas le travail là en fin de compte. Tu fais pas le travail, il n'y a pas de travail à faire. Là, c'est un autre mode de survie en fait. Exactement, tout ce que tu veux, c'est sortir. Donc tu finis par rendre les armes, tu finis par arrêter de lutter, tu finis par accepter toute la bouffe qu'on te donne, tu finis par regrossir. Donc moi, je reprends 10 kilos en 4 mois et je sors par la force des choses. Mais j'ai rien réglé. Et puis à quel prix? Enfin, excuse-moi, mais je pense vraiment que, et tu le dis juste avant quand je t'ai posé la question, c'est prix de traumatisme. Là, tu t'es fait complètement traumatiser. Je veux dire, c'est complètement l'effet inverse de ce qui est censé arriver.
Bah, c'est une humiliation, en fait. Non, C'est mais déjà que l'anorexie est une maladie très punitive, mais là, c'est une punition de plus. C'est dégradant, c'est humiliant, c'est... Et puis voilà, le personnel soignant a absolument rien de bienveillant. Malheureusement, je ne suis pas du genre à faire des généralités, mais parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est des jugements de valeur. Et quand je dis que c'est une maladie, parfois que cette maladie est perçue par certains comme une maladie de gosse de riche, c'est parce que j'ai des pseudo-soignants, en l'occurrence des infirmières ou des aides-soignantes, qui au quotidien me martèlent ces mots-là, me disent t'es plus le centre du monde, t'as intérêt à bouffer, euh, voilà, il faut grandir. Il y a des mots de ce type-là, des injonctions de ce type-là qui sont placardées sur les murs de ma chambre. Donc non. c'est d'autant plus culpabilisant. C'est une approche culpabilisante et dégradante. Et j'en parle encore avec beaucoup de vivacité aujourd'hui et même de colère, parce que même si j'ai fait le chemin, c'est ma blessure. Bah ouais, c'est normal, hein, c'est complètement normal et accueille ce qui vient là en toi là. Prends-toi quelques petites secondes là. C'est normal là. Regarde autour de toi, sens tes petits points d'appui. Bah, tu vois, j'ai mon chien qui est à côté là sur le Ouais. canapé. Ça, c'est mon point d'appui, mon chien. Bah ouais, complètement, c'est une ressource, c'est son petit point d'ancrage. Mais Ouais, ouais. oui, c'est un retraumatisme et en plus, donc ok, très bien, tu as pris 10 kilos, mais à quel prix comme tu l'expliques, et puis en fait, tu sors de là. J'aimerais bien savoir le nombre de rechutes dans cet institut en tout cas, parce qu'à mon avis, je ne vois pas comment ça peut aller mieux. Je ne comprends pas et je ne sais pas du tout si ce centre existe encore ou pas, mais c'est violent. Enfin, j'ai des frissons dans tout le corps, je me sens pas bien non plus en t'écoutant parce que, en fait, la personne anorexique a besoin d'amour et d'attention et c'est tout l'inverse là, donc c'est du matraquage, mais c'est ouais, compliqué. Je suis navrée, j'avais pas envie de te donner la chair de poule. Ah bah non, 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 moi il n'y a aucun souci, hein, d'humain à humain, Euh, c'est le partage. Tu sais, ce que j'ai observé, parce que au fil des mois, parfois tu sors ponctuellement de ta chambre pour partager tes repas dans une salle commune avec les autres malades, les autres patientes. Et en fait, euh, la plupart du temps, les filles, elles tournent à la clinique. Toutes celles que je rencontre, elles en sont à leur deuxième, troisième, quatrième séjour. Tout le Ouais, monde revient. Et ouais. c'est comme ça que la clinique Saint-Vincent-de-Paul fait son business. Parce Hmm. que c'est une hospitalisation qui coûte très cher. Mes parents, ils me l'ont dit suffisamment, ils me l'ont répété suffisamment de fois. Allez hop, la Euh, culpabilité en plus. ça coûte une blinde, surtout quand tu... Parce qu'en fait, les chambres sont dans un état de vétusté dont tu n'as pas idée. Donc en fait, au bout de quelques mois, moi, j'ai appelé mes parents et je leur ai demandé d'avoir une chambre qui soit pas vétuste, avec un Ouais, lit correct et pas des radiateurs qui fuient et des odeurs d'égout. Et ça a un prix. Voilà. ouais. Toutes les filles tournent, elles reviennent et tu les vois revenir en permanence. Et quand tu commences à échanger avec l'une d'entre elles, tu comprends qu'elles sont rentrées ici à l'âge de 15 ans et puis qu'elles en ont 30 et qu'elles reviennent tous les 2 ans. Ouais, ouais. Donc vous parlez un petit peu de ça entre collègues, si je peux me permettre, Entre détenus, ouais. entre détenus exactement. Est-ce que vous parlez un peu de cette maladie ou c'est plutôt tabou? Non, les échanges sont très très violents avec les filles. Les échanges sont très violents, certaines me font peur. Les filles elles se dénoncent entre elles. Si quelqu'un s'est fait vomir, on la dénonce. Si quelqu'un a fait 3 tours de parc alors qu'on a le droit d'en faire qu'un seul, les seules et rares fois où on est autorisé à sortir, ça se sait. Tout se sait. C'est un enfermement. C'est très nauséabond comme atmosphère. C'est Ouais. extrêmement nauséabond. Très Et nocif et c'est toxique. d'autant plus délétère de créer des liens parce que malgré tout, à un certain moment, parfois, le masque tombe et certaines veulent se confier. Mais du jour au lendemain, elles se retrouvent enfermées, tu ne les recroises plus, on les replace à l'isolement. C'est très nauséabond, Ouais. toxique. T'avais quel âge à ce moment-là? 17 ans. 17 ans, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et alors comment ça s'est passé la sortie des années qui ont suivi? Bah écoute, la sortie, c'est un no man's land parce que j'ai 7 ans. Non, donc je sors, j'ai 18 ans. Et je suis déscolarisée parce qu'on est en plein milieu de l'année scolaire. Je peux pas rentrer en prépa en plein milieu de l'année scolaire, donc je diffère mon entrée en hippocamie à l'année d'après. C'est un no man's land.
Je suis très marginalisée, je ne parle pas de ce que j'ai vécu, ni à mes parents, ni à ma famille, ni à mes amis proches. Je deviens assez mythomane. Je dis que j'ai changé d'orientation. Je me marginalise aussi pas mal. J'enchaîne des petits boulots pour m'occuper. Je repère 15 kilos. Ouais, ouais. Et ça va durer pendant des années, j'imagine, jusqu'à temps d'avoir un déclic. Alors écoute, j'ai quand même eu des périodes de rémission. Quand je rentre en prépa, j'ai un cadre, j'ai un but. J'ai besoin de toutes mes forces et j'essaye de panser la plaie en me réfugiant dans le travail, en me fixant de nouveaux objectifs, en me donnant une autre perspective. Et je réussis. Mon énergie, je la mets là. Puis ensuite, j'arrive à Paris, je fais les études qui me plaisent. Voilà, j'ai une vie sociale qui est très remplie. Donc, il y a des hauts et des bas. Parfois, je lâche complètement le contrôle sur l'alimentation. Ça peut durer un an. Et puis après, voilà, je vois que j'ai grossi et que je rentre plus dans mes jeans. Et là, tu vois, je Hmm. fais le yo-yo pendant des années jusqu'à glisser à nouveau de façon dangereuse. Et je vais avoir 30 ans. Et c'est là que je me dis, bon, on arrête les conneries. Tu vas pas mourir ici et maintenant, pas comme ça. Et tu vas faire le reste du travail. Mais cette fois-ci, c'est toi qui vas décider de le faire. Hmm. Ouais, c'est là où ça change tout, c'est le déclic personnel, c'est ton déclic à toi. Ouais, Et alors tu as décidé de te faire accompagner, cette fois-ci c'est l'hôpital Sainte-Anne à Paris, c'est ça? exactement. En quoi leur approche était différente et comment ils t'ont aidé? Parce que là, je crois que c'était le jour et la nuit, il me semble. Ouais, c'était le jour et la nuit. En fait, il y a très peu d'unités spécialisées à Paris. Et moi, j'ai été aiguillée au fil de... En fait, tu vois, et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi voulu écrire et témoigner, c'est parce qu'il faut vraiment clarifier les parcours de soins. Aujourd'hui, quand on souffre de troubles alimentaires, à quelle porte on va frapper quand on a besoin d'aide? Euh, Et moi, j'ai appelé la Maison de Solène à Paris, qui est quand même connue pour avoir une approche thérapeutique qui est assez enveloppante, assez holistique. Voilà. Et donc, je les contacte et ils me disent, mais mademoiselle ou madame, je ne sais pas comment on vous appelle, mais nous, on soigne les ados jusqu'à 18 ans, vous avez 30 ans, je ne peux pas vous prendre en charge. Et donc, la Maison de Solène me donne les contacts de la CMME, c'est la clinique des maladies mentales et de l'encéphale à Paris, donc à Sainte-Anne, qui est une unité spécialisée. Je les contacte, je leur demande quel est le protocole. Et j'ai au bout du fil des gens très doux et qui m'expliquent qu'il va falloir faire un dossier d'admission avec, voilà, faire toute une batterie d'examens, une lettre de motivation, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui demandent à être pris en charge, mais pour optimiser les chances de réussite, on veut avoir affaire à des gens qui sont acteurs de leurs soins. Il faut que j'aille plonger un peu dans les tréfonds de ma première hospitalisation, récupérer les dossiers médicaux, je rappelle la clinique, etc. Ça prend quelques semaines. Je pose mon dossier, voilà. Et puis on me rappelle 3 semaines après pour me convenir d'une date d'admission. Et l'approche à Sainte-Anne, je passe plusieurs jours à l'hôpital et on fait un audit très complet pour savoir d'un point de vue neuropsychologique comment je suis structurée. Est-ce que je suis apte au changement ou est-ce que je suis d'un naturel extrêmement rigide? Et à partir du moment où on décèle chez moi une capacité à changer de pattern, et ben c'est là que je comprends que je vais pouvoir guérir et changer de schéma. Parce que moi, je suis enfermée dans un schéma ultra rigide depuis 15 ans. Bah, c'est ta Et maison, puis, ta manière de fonctionner, bien sûr. voilà, j'en connais qu'un. Et qui me font faire une calorimétrie pour essayer d'évaluer exactement l'apport calorique qui est nécessaire à mon fonctionnement tous les jours. Je passe une océodensitométrie pour voir où j'en suis, si j'ai pas de carence. Ensuite, j'ai affaire à des psychiatres qui vont me proposer un accompagnement sur mesure. Et quand je dis sur mesure, c'est-à-dire qu'ils font avec bah voilà, mon activité professionnelle. Est-ce que je veux être hospitalisée? Est-ce que je veux être en hôpital de jour? Est-ce que voilà, moi j'ai une approche. Je voulais pas mettre entre parenthèses ma carrière. J'avais déjà sacrifié une année pour rien. Donc en fait, j'ai suivi cette thérapie à Sainte-Anne. C'est un groupe de parole. C'est l'équivalent un peu des alcooliques anonymes, hein, mais pour les gens qui souffrent de troubles alimentaires pendant un an pratiquement.
J'ai été suivie par la responsable de l'hôpital de jour en psychiatrie toutes les semaines, par une nutritionniste en parallèle toutes les semaines. C'est un programme long et ça a duré comme ça presque 2 ans. Et alors, en quoi ça t'a aidé? Qu'est-ce qui était différent? Déjà, effectivement, il y avait le choix de choisir ce que tu voulais en Ouais. protocole, mais à part ça. Parce qu'en fait, on m'a fait comprendre que le soin, il allait s'inscrire sur la durée. Que la prise de poids elle allait être longue, que si je n'acceptais pas le protocole, que si j'étais pas actrice de ma thérapie, ça ne marcherait pas, parce qu'ils avaient des outils différents qui sont pas coercitifs. Et c'est notamment, voilà, on en parlait tout à l'heure, l'apport des thérapies cognitives et comportementales. Et même si au début j'étais très défiante, que j'avais peur du groupe, je me suis moi quand même dit, surtout, c'est un peu la dernière chance. Si ça marche pas, c'est foutu pour toi, en fait, je veux dire. Donc, en fait, je me suis accrochée. Je me suis beaucoup accrochée. Alors, il y a la palette d'outils que te met à disposition l'institution, puis il y a ce que j'en ai fait, comment je me les suis appropriés. J'ai pas réussi à lâcher prise tout de suite. Hmm. Mais au bout de quelques temps, quand le médecin nutritionniste me dit bon, vous avez commencé le programme il y a 3 mois, mais votre poids décolle pas, il y a un problème. Et là, j'ai lâché, dans le sens où j'ai dit à mon employeur à l'époque que j'avais un problème de santé, que, en fait, entre mon rythme professionnel, mes déplacements, ma thérapie, j'avais beau me réalimenter 3 fois par jour, bah ouais, je prenais pas un gramme. Euh, donc, je me suis un peu ouverte à mon entourage professionnel pour leur demander de me donner un peu plus de flexibilité dans mon agenda. Si j'avais besoin de partir à 17h, je partais à 17h. Si j'avais besoin d'être en télétravail, je faisais du télétravail. Et là, j'ai pris le temps de la thérapie, j'ai pris le temps de l'introspection. J'ai accepté aussi le fait que j'avais atteint un déficit calorique tel qu'il allait falloir manger plus. Donc, on m'a prescrit des compléments alimentaires. Au début, je ne les achetais pas. Puis après, j'ai commencé à les manger tous les jours sans réfléchir, sans réfléchir, sans réfléchir. Et puis de la même manière, avec tous les outils de TCC, le carnet alimentaire, c'était scolaire, c'était fastidieux, vraiment, ça me gonflait. À 30 piges, j'avais l'impression de revenir à l'école. Ouais, ouais. Mais en fait, je l'ai fait. Parce que c'était la seule manière de tout déconstruire. Aller au Hmm. groupe de parole, les premiers temps, j'ai la boule au ventre, j'ai peur de prendre la parole. Je fume 15 clopes avant d'aller à Sainte-Anne, à l'hôpital, tout le mercredi soir. Et puis au bout d'un moment, je me dis, bon, ok, bon, soit tu es là et t'en fais quelque chose, soit tu te casses tout de suite et tu vas pas au bout du programme. Ouais, ouais. Mais il a fallu quelques mois avant que ça se décante. Ouais, ouais, mais surtout, on voit quand même le déclic, hein, et puis aussi la motivation, tu vois, de s'en sortir. Là, il y a eu vraiment un changement hein, au niveau de ton envie. Il y a un Oui, truc conscient qui s'est mis en ouais, place. exactement. Et puis en fait, j'ai eu des satisfactions. En fait, c'est ça qui est magnifique, c'est que à partir du moment où je lâche prise, j'accepte que ça va être long, et ben, arrive Noël, je suis en famille chez mes parents, et là, je reprends du poids. Je me souviens, on va faire du shopping avec ma mère. Et là, bah, je demande une taille de jean supplémentaire parce que j'ai pris du cul. Et je me trouve jolie. Et quand je rentre des vacances de Noël, j'ai plus les pensées obsessionnelles. Bon, parfois ça peut revenir, mais c'est très, 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 très ponctuel. Et là, waouh! Ce qui est marrant en plus, c'est quand cette manière de fonctionner hein, que tu as utilisée pendant des années, quand tu l'as plus dans ta conscience, tu penses plus. C'est-à-dire que tu sais même pas en fait, tu penses plus parce que c'est hors de ta conscience. Donc il faut effectivement, à certains moments, genre, ah bah oui, effectivement, là, mon jean, ça y est, je rentre, mais en fait, j'ai pas des pensées horribles, comme d'habitude. Et c'est là où t'en prends conscience. Mais vu que ça sort petit à petit de ta manière de fonctionner, bah en fait, tu sais même pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu vois pas forcément tes progrès psychiques puisque ça ne fait plus partie de ta conscience. Exact. Mais tu as raison. C'est parti. Ouais, Donc, tout ce que tu fais semble désormais naturel, en fait. ouais. Et alors aujourd'hui, comment tu te sens? Comment ça se passe quand tu manges un peu trop, quand tu as du stress au travail, etc. Comment tu gères tout ça? Écoute, aujourd'hui, je dois te dire que je calcule pas mes apports caloriques. Enfin, il y a plusieurs raisons à tout ça. Euh, D'abord parce que ma maladie et les conséquences de ma maladie, je les ai payées très cher et très longtemps.
Tu vois, il y a quelques mois, non, il y a un an, on m'a diagnostiqué une triple hernie discale. Et j'ai eu 2 chirurgies fin 2022. Et au début, j'avais pas envie de voir que c'était une séquelle de l'anorexie. Mais en fait, faut pas être très malin, tu vois. Et les médecins l'ont vu assez vite, c'est-à-dire que ma colonne, elle est restée très fragile, que j'avais pas assez de masse grasse, que j'avais des os qui étaient très très fragiles. Et, euh, et, et vraiment, quand cette opération est arrivée, quand le diagnostic est tombé, je me retrouve à l'hôpital à Cochin et à la psy de l'hôpital qui vient me voir. Et là, je lui lâche tout. Je raconte toute mon histoire. Parce que je m'étais voilé la face. Parce que je voulais pas croire que c'était encore une énième conséquence de cette maladie de merde que j'étais en train de payer. Donc, pour répondre à ta question, ça ne m'intéresse pas de me mettre en danger. Vraiment. La deuxième raison, c'est que bah, j'ai une vie très, très dense et que j'ai besoin de beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que si je saute un repas, enfin pour moi c'est impossible de sauter un repas si tu veux. J'ai pas assez de réserve de manière générale. Je reste menue, donc je suis un peu hyperactive. Donc le matin je me réveille, j'ai faim. À midi, j'ai faim. Mm. Donc c'est impossible pour moi de sauter un repas. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que, bah, tu vois, j'ai été en aménorrhée très très longtemps. Ça veut dire que j'ai pas eu mes règles pendant des années. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai l'âge de pouvoir être maman. J'ai pas envie que la maladie me joue encore un énième tour, Mm. parce que c'est possible. Ouais, 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 ouais. Effectivement, tu es déjà tombée enceinte en plus, et je pense que tu as été assez étonnée Ouais, de se dire que, ok, mon corps est capable en fait ça, d'enfanter. c'est ça. Et en fait, à la fois, cette nouvelle, j'étais un peu déstabilisée parce que je me disais, merde, c'est pas le bon mec, c'est pas le bon moment. Et à la fois, j'étais remplie de joie parce Ouais, que je me disais, oh, c'est la confirmation que mon corps fonctionne et que ça va mieux, tu vois. ouais, ouais. Mais donc, voilà, comment je gère mes angoisses? Avant, je gérais mes angoisses en me réfugiant dans l'anorexie parce que c'était l'anesthésiant, le seul que je connaissais. Aujourd'hui, je vais pas m'infliger la double peine d'être angoissée, d'être flippée et en plus de me faire crever de faim. Ouais. Ça veut pas dire que parfois, dans des moments de stress, je peux pas ponctuellement avoir, tu sais, la petite voix qui revient, des petites pensées. Mais je me dis, Anaïs, s'il y a la voix qui revient, essaye de dénouer le problème autrement. Ou Ouais, essaye de regarder autour de toi. C'est qu'il y a un autre problème à dénouer. ouais, Tu es complètement. angoissée parce que, comme tu le dis, le taf, la vie, les relations humaines, voilà, Ouais, des choses banales. ouais. C'est clair, non, c'est bien hein, et c'est beau et je suis contente si effectivement tu as tous ces raisonnements maintenant qui te permettent de te garder en meilleure santé pour vivre ta vie en fait, enfin pour vivre ta vie et pas exister et survivre quoi. Et je me demandais au niveau de tes séquelles justement, tu as parlé d'hernie discale, j'imagine donc t'as tes règles donc ça c'est bien. T'as de l'ostéoporose j'imagine. Qu'est-ce que t'as Bah, exactement? ouais, bah en fait, j'ai des os très fragiles. Voilà. Et donc, tu vois, des disques fragiles. Et voilà, le diagnostic est tombé. Voilà. Après, il y a pas, le trouble alimentaire n'est pas le seul et unique facteur, mais je veux dire, ça a joué. Ça a joué énormément. Et c'est vrai que bah, les conséquences, tu les payes 15 ans après, mais tu t'en rends pas compte sur le moment. Non, bah bien sûr. C'est comme quand je vais chez mon dentiste et que parfois il me dit, mais attendez, vous avez les dents qui se déchaussent, vous avez perdu de l'émail. Bah ouais, évidemment, ouais. Hmm. Dénutrition. Et est-ce que par rapport à l'ostéoporose, par rapport à, voilà, à tes dents, etc., ta santé en général, est-ce que tu as peur? Est-ce que tu te sens coupable? Comment tu sens par rapport à tout ça? Bah, c'est une bonne question parce qu'en fait, la veille de ma première opération, de la première chirurgie, j'ai chialé, mais j'ai chialé littéralement parce que je m'en voulais. Je Hmm. me suis dit, Anaïs, tu es responsable de la merde dans laquelle tu t'es mise toute seule. Bon, après, j'ai pas mal discuté avec mon entourage et ils m'ont aidé aussi à rationaliser, à ne pas trop culpabiliser et ne pas trop me flageller une fois encore.
Hmm. Et une combinaison de facteurs. Bon, alors, l'anorexie y est sans doute pour beaucoup, mais il y a aussi une combinaison de facteurs. Voilà, il n'y a pas que ça. Mais pour répondre à ta question, je m'en suis voulu, mais voulu. Et je me suis dit, mais tu es responsable et tu le payes. Mais c'est par ta faute que c'est arrivé. Ah, c'est dur ça, hein. C'est pas Ouais, juste de ma faute. Enfin, voilà, c'est bien plus complexe que ça. Si ça peut exactement. rassurer peut-être les personnes qui en souffrent aujourd'hui, vous flagellez pas, quoi. Enfin, c'est pas. Ouais, donc t'as fait un peu la paix avec toi-même. Ce qui est bien parce que si tu fais la paix avec toi-même, ton corps ressent tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un énième jugement envers ton corps aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, la question du corps qui te lâche, en fait, c'est ça, c'est d'être empêché dans ta vie que je ne veux plus. Hmm. Et Ouais, réparer un corps, c'est long. ouais. Tu sais qu'il faut du temps, ouais, bien sûr. Ouais. Donc, je me disais pourquoi le titre de ton livre est 17h12 Place d'Italie. Alors, 17h12 Place d'Italie, c'est un peu, comme je le dis parfois, c'est le point de bascule dans cette histoire. Quand je sors de Sainte-Anne pour la première fois, donc on est en septembre 2019, et en fait, j'ai un peu cette, euh, ce- cette révélation que ma vie va pouvoir changer parce que le personnel médical a confiance en moi, parce que les résultats des tests neuropsychologiques que j'ai passés ont prouvé que j'étais apte au changement. Et je sors de Sainte-Anne et je suis déboussolée, à la fois très angoissée parce que je ne sais pas dans quoi je m'engage. Je n'ai pas conscience de la lourdeur du protocole, de sa rigidité aussi, et des conséquences que ça va avoir sur mon quotidien. Mais il y a de l'espoir. Hmm. Et la place d'Italie, elle est à quelques centaines de mètres de l'hôpital Sainte-Anne. Et juste, j'ai besoin de sortir. Je fume une clope, je marche, je chiale, j'appelle ma mère. Et je regarde ma montre, il est 17h, 17h12, et je suis assise par terre, place d'Italie, et je suis au téléphone avec ma mère, et je lui dis, mais maman, ça va changer. Hmm. Je le sens, ça va changer, ça peut changer. Tes cellules, elles vibraient d'un nouvel espoir et d'une nouvelle manière de vivre. Mais c'est la première fois que je voyais de la lumière au bout du tunnel, ou qu'on me Ouais, donnait une autre perspective. ouais. Ouais, c'est beau, hein. D'ailleurs, ce petit bouquin qui est là. Franchement, j'ai beaucoup aimé ton bouquin, hein. Je l'ai lu en quelques jours. Merci. Il est cru et effectivement, on sent que tu avais besoin d'exprimer toutes ces émotions en toi. T'as besoin d'étaler en fait cette histoire-là. Et je pense que ça a dû t'aider dans ton parcours de guérison. Oui, tu sais, c'est marrant parce que je suis en train de là, j'ai commencé hier à lire le dernier livre de Bret Easton Ellis, Les Éclats, l'auteur d'American Psycho, et ils disent enfin, écrire un bouquin, c'est comme tomber amoureux, c'est-à-dire faut pas résister à cet appel-là, à cette envie-là. Et à un moment donné, ça s'impose à toi, j'ai plus pu y résister parce que j'avais trop de colère sourde, enfouie, contenue, qu'il fallait expier. La seule manière que j'ai trouvée pour le faire, c'était bah, d'ouvrir un jour mon ordi dans le train et de commencer à taper sur mon ordi. Et donc, euh, ouais, j'ai mis à distance. J'ai mis mes émotions à distance. Un Hmm. peu, en tout cas. Ouais, ouais, c'est libérateur, hein, c'est sortir sa chiasse, comme je le dis de manière très poétique. Ouais, ça peut être ça, mais c'est surtout aussi donner sa vérité. Ouais, ouais, Parce ouais. que ça a permis, tu vois, vis-à-vis de l'entourage proche, d'expliciter des choses dont ils n'avaient pas conscience. Et quand j'avais toute cette violence en moi, que parfois je pouvais retourner contre eux à tort, peut-être que maintenant ils savent d'où elle vient. Hmm. Ouais. Et là, Je j'ai sais mon pas chien qui si- aboie. Il y a le mien à côté, mais le mien, il est plus Ah tard. ah oui, petit burger. Eh ben écoutez, pas écoutez, merci Anaïs. Je rappelle le titre du livre 17h12 Place d'Italie aux éditions Jet d'encre. Merci encore pour ton témoignage et pour faire éclater la vérité et puis parler de ce sujet qui a besoin d'être continuellement abordé, hein, avec tous les cas que l'on recense, je pense. Il y en a de plus en plus sur cette société qui est obsédée par l'apparence. Donc je pense pas que ça aille en s'arrangeant et qui Non. touche toutes les classes sociales évidemment. Donc merci beaucoup. Beaucoup, Léna. Merci pour... coucou, toi. Il vient nous dire au revoir. Merci Euh, beaucoup pour l'intérêt, ta douceur, pour ton authenticité, ta justesse et pour la possibilité que tu me donnes de m'exprimer.
voilà, j'espère que ne pas avoir effrayé les personnes qui nous écouteront, mais voilà, c'est un processus qui est long si on veut s'en sortir, mais il y a des ressources qui existent. Et à un moment donné, je pense qu'il faut que deux volontés se rencontrent. Et comme tu le dis, il y a au-delà de mon histoire et sans doute de la tienne, il y a un enjeu de santé publique qu'il faut adresser. Donc merci de pouvoir me permettre d'en parler. Merci. Avec plaisir.